Laurane, Salut Chloé. on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton métier qui est assez commun, mais toi tu ne le fais pas de la même manière que les autres et moi j'aime beaucoup, donc je suis trop contente de t'avoir avec moi. Et c'est surtout qu'on va un petit peu parler reconversion, parce que toi, tu n'as pas fait ça depuis toujours, bien au contraire. Donc on va parler de plein de choses, ton parcours d'avant, ta situation actuelle, le fait d'être maman aussi, je spoil un petit peu, mais hein, on sait toutes les deux Ce que ça implique. voilà, tout à fait, tu as tout compris. Donc, on va commencer par le avant, on va faire très simple et concis. Avant l'immobilier, tu faisais quoi? Alors, avant d'être mandataire indépendante dans l'immobilier, j'étais dans la logistique et dans le transport. J'ai fait un master en management de la chaîne logistique et j'ai travaillé pour pas mal de prestataires, dont le grand suédois jaune et bleu de l'ameublement, pour ne pas le citer. C'était une grande expérience chez eux et principalement moi j'étais donc chef d'équipe pour toute la partie e-commerce. Donc c'est-à-dire que toutes les commandes qui passaient sur le site internet étaient du coup préparées, contrôlées, expédiées de mon service à moi. Donc voilà, beaucoup de management, beaucoup de gens à gérer, beaucoup de problématiques aussi. Enfin, le quotidien ne se ressemblait pas. À chaque jour suffisait sa peine, j'ai envie de dire. Donc voilà, plutôt la logistique et le transport et plutôt dans un secteur privé, voilà, salarié classique. Comment tu t'es retrouvée là? Comment je me suis retrouvée là? Bonne Alors, question. à Ikea. Enfin, à on l'a Ikea. cité, mais tu vois, comment tu es sortie de tes études et Alors, moi, je suis sortie des études, j'ai enchaîné. Après, moi, j'ai suivi mon conjoint qui a beaucoup bougé dans le 42. Pour la petite histoire, nous, on a habité le 69, le 26, le 38 et le 42. Il nous manque juste le 01. Donc, du coup, j'ai suivi Kevin, oui, qui a été voilà, muté dans différentes plateformes. Et puis, du coup, à chaque fois, j'ai recherché du travail. Voilà. Donc, j'ai aussi bossé pour Casino. J'avais bossé aussi pour du local à Saint-Étienne. Voilà. Donc, après, l'opportunité s'est trouvée qu'au moment où on était là, j'avais la possibilité de rentrer chez Ikea. Et tout de suite sur un poste quand même. Oui, tout de suite sur un poste intéressant, intermédiaire, c'est sûr. C'était hyper chouette. Moi, j'avais vraiment envie de me concentrer sur la partie de l'humain, en fait, parce que du coup, j'avais fait des études, on parle de management, mais concrètement, le management, c'est quoi? Donc, j'avais envie de me frotter voilà, à ce que c'était le management. Et du coup, là, c'était vraiment l'opportunité rêvée pour ça. Donc, j'ai fait ça un temps. Après, je suis passée côté fonction support quand même, où là, du coup, j'étais de l'aide voilà, à toute la partie opérationnelle, surtout quand les enfants sont arrivés, c'était plus facile puisque du coup c'était quand même un rythme en 2-8 avec de la nuit, enfin voilà, il y avait tout un tas de contraintes comme ça. Donc quand il n'y a que toi, on va dire, à gérer, c'est facile, mais après plus compliqué. Donc Ikea un peu, enfin par hasard oui et non, mais voilà, surtout lié à la mobilité de mon conjoint. Et le management suédois, il y a des choses qui diffèrent ou ils sont quand même très francisés en France ou... Non, il y a quand même des choses qui diffèrent. Le tutoiement est de rigueur, c'est-à-dire que même le directeur de la plateforme ou la directrice, tu dois le tutoyer, donc tout le monde se tutoie, donc ça enlève quand même pas mal de barrières. Il y a quand même si une grosse partie considération de l'humain, montée en compétences. Ils sont aussi très axés sur la partie développement durable, donc la gestion des déchets. Voilà, il y a quand même un management, voilà, à la suédoise. Il y a quand même des temps aussi de qualité en entreprise. Voilà, pour certaines fêtes suédoises, voilà, il y a quand même une vie d'entreprise et une vie managériale liée aussi au tempérament de l'entreprise, si je puis dire ça. Donc ça te fait même une double expérience là-dessus, parce que du coup, c'est des techniques que chez Casino, par exemple. Oui, c'était différent chez Casino. Oui. Effectivement, on n'était pas sur le même type de management. Donc, c'est vrai que ça, à différents postes, on a pu... Enfin, moi, j'ai pu voilà, expérimenter plusieurs choses. Et c'est ce qui me passionnait dans ces métiers-là. C'était l'humain, c'était... faire monter en compétence les gens, faire en sorte que leur environnement de travail était agréable sur des métiers qui sont quand même plutôt difficiles. On est sous pression, voilà. Donc comment on arrive à faire les choses correctement dans de bonnes conditions. Donc Ikea se termine. Qu'est-ce qui vient naturellement derrière? Parce que tu as quand même appris beaucoup de compétences, j'imagine, dans l'organisation, managériale, etc. Qu'est-ce qui se passe après Ikea? Ok, alors qu'est-ce qui se passe après Ikea? Quand même gros déclic, plus l'envie du tout d'être salarié, très envie de travailler pour soi, pour moi-même du coup. Donc là aussi, opportunité de pouvoir revenir dans le 42, ce qui me permet de clôturer en fait proprement Ikea
métier-là et donc du coup de me lancer complètement à mon compte. Mais dans quoi, comment? J'avais quand même quelques idées parce que j'ai une de mes meilleures amies qui travaillait et vivait de l'immobilier, donc c'est quand même un métier qui m'intéressait depuis un moment, mais j'avais besoin de passer par un bilan de compétences pour vraiment me reposer les bonnes questions et savoir ce que j'étais capable de faire. C'est un bilan qui m'a beaucoup apporté chez Méthode Cohérence, qui m'a beaucoup aidé à réfléchir, à tel point que du coup il y a même certains outils dont j'ai décidé de me former, notamment le profil Nova. Tu sais, c'est ce fameux profil disque là où on parle des 4 couleurs rouge, jaune, bleu, vert. Mais avec le profil Nova, on va un peu plus loin, on va les coupler à tes motivations et on va voir vraiment quel est ton profil de tous les jours, naturel, et ton profil adapté. Donc voilà, ça c'est un outil qui m'a beaucoup apporté moi pour savoir comment me positionner, où j'avais envie d'aller, quelles étaient mes forces naturelles, dans quoi j'étais bonne, qu'est-ce qui me faisait vibrer très concrètement. Donc du coup voilà, je suis passée par cette partie-là, bilan de compétences et aussi formation sur cet outil du profil Nova, sur lequel je suis encore certifiée et je peux accompagner aussi les gens qui se posent des questions par rapport à ça. Et puis voilà, donc du coup, de fil en aiguille, le projet commence un peu à se monter. Et la partie indépendance avec l'immobilier revient quand même pas mal. Voilà. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'au départ, j'avais pas mal d'opportunités. Je donnais des cours aussi à l'IUT de Saint-Étienne. Enfin bon, j'ai quand même eu un peu 1000 vies, 1000 idées à la seconde. Donc, j'ai testé quand même pas mal de choses. Je pense que ce qui fonctionne, enfin, ce qui parle aussi, c'est que tu as un peu ce syndrome de l'imposteur au démarrage. Tu as envie de te reconvertir, il y a un métier qui t'attire, tu te formes. Et puis en fait, tu restes raccroché à ce que tu connais déjà parce que c'est plus facile, parce que tu te sens légitime. Donc moi, j'ai eu aussi quand même cette crainte et cette peur que je pense beaucoup d'entrepreneurs peuvent avoir aussi quand tu montes un business, de se sentir légitime dans ce métier-là. Donc voilà. Donc après, je me suis dit, allez, allons-y à fond. Et du coup, j'ai démarré vraiment dans l'immobilier avec tout un accompagnement, des formations pour pouvoir être complètement préparée et démarrer sur le terrain et pouvoir accompagner les clients au mieux. Et donc, c'est là où ta meilleure amie, du coup, t'a dit, Laurane, viens voir. C'est un peu suite à ce bilan de compétences où c'est un métier qui est sorti. Est-ce que c'est quelque chose avant déjà qui te faisait un peu de l'œil? Comment c'est venu? Alors, c'est vrai que c'est un métier qui me faisait déjà un peu de l'œil. Comme moi, je la voyais vraiment évoluer et prendre du plaisir dans ce métier-là, ça aussi, comment dire, ça permettait d'aligner aussi vie privée et vie professionnelle avec des enfants. Elle a aussi l'honnêteté, on va dire, et la capacité à dire t'es faite pour ça ou pas. Voilà, tu vois, parce que des fois, quand on a des amis qui nous proposent des choses, on se dit, bon, ils le font un peu par plaisir. Là, non, ça faisait déjà bien une année qu'elle me disait, mais je pense que voilà, tu as un profil commercial, tu devrais l'exploiter. Viens voir comment ça se passe, etc. Le bilan de compétences, il n'a pas donné forcément de métier précis, mais moi, c'est ce que je voulais. Tu vois, je voulais pas qu'on me mette dans des cases, certainement pas. Du coup, l'idée, c'était de pouvoir voir quelles étaient les forces, les convictions et un peu les aspirations qui me donnaient envie d'y aller. Donc effectivement, la partie IMO m'a vraiment plu dans ce que j'allais pouvoir faire en termes d'accompagnement au niveau de l'humain et au niveau voilà, des projets, de la transaction, de la gestion locative, etc. Et puis ça me permettait aussi d'allier ma vie personnelle comme je le souhaitais. Et voilà, de voir aussi, d'avoir plusieurs exemples dans mes amis qui en vivaient, qui réussissaient, alors à force de travail, hein, mais voilà, ça m'a aussi confortée là-dedans. Et puis, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Au moins, j'essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et je retournerai certainement à faire d'autres choses. Mille et une autre chose, ma foi, on ouvrira un autre tiroir. Et avant de te lancer corps et âme dans la formation du coup pour l'immobilier, tu as fait quelques journées avec elle. Enfin, tu vois, tu allais un peu sur le terrain ou... Oui, je me suis vraiment partie immersion. J'ai même eu la chance, tu vois, de tester. Deux de mes amis font ça, donc vraiment mandataire indépendant, ce que je suis aujourd'hui, et quelqu'un aussi qui est en agence, donc qui est agent court attaché à un groupe et à un réseau voilà, implanté. Donc du coup, c'était intéressant de pouvoir tester un peu la différence, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir comprendre quelles étaient les problématiques. Le métier d'agent immobilier, on en a un peu parlé, toi et moi, généralement, c'est un métier qui... Alors, en fait, il y a deux choses. C'est un métier qui est vachement décrié, c'est-à-dire que les gens nous voient comme des requins, qui gagnons extrêmement bien notre vie, en faisant pas grand-chose, et en étant juste un agent immobilier porte-clés. Et à l'inverse, c'est un métier aussi qui fait aussi pas mal rêver et qui donne aussi envie à beaucoup de gens de se lancer, parce que c'est vrai que c'est un des métiers qui est quand même accessible, où demain, si toi, tu veux te lancer, tu peux, sur le papier.
Voilà. Après, c'est un métier où il faut être vraiment accompagné, formé pour pouvoir perdurer dans le temps. Donc, du coup, tu as un peu aussi cette double image qui te colle aussi un peu à la peau, qui colle un peu à ce métier-là. Donc, il a fallu aussi un peu, Toi, voir où tu te positionnes voilà, déjà. comment je voulais me positionner. Et surtout, voir que les filles avec qui j'ai tourné, elles étaient ni l'une ni l'autre, tu vois. C'était tout sauf ça, en fait. Et c'est ça qui m'a plu. C'est le tout sauf ça qui a fait que j'ai dit, bon, allez, vas-y, j'y vais. Je me lance. Et du coup, c'est Sim Immobilier tout de suite? Non, pas tout de suite. Au début, j'ai rejoint une agence en local. Voilà, mais bon, après, c'est ce que je te disais, 1000 vies. Je faisais tout sauf de l'immobilier. Et ça aussi, tu l'apprends à tes dépens. Et s'il y a des agents qui nous regardent dans le métier de l'immobilier et autres, tout le monde te dira que c'est un métier à temps plein, enfin voilà, à plein temps, pardon, pour vraiment, du coup, faire tout ce qu'il y a à faire, en vivre et perdurer. Donc ça, c'est une notion, c'est une erreur de départ, tu vois. C'est une erreur débutante de penser... pouvoir jongler avec plusieurs casquettes. Donc voilà, après j'ai décidé de rejoindre le groupe Sim Immobilier, qui est quand même un réseau qui était très familial pour moi. C'est quand même Jean-Claude Méribel, le père, qui l'a fondé. Aujourd'hui, c'est sa fille qui a repris. Et ça collait aussi avec l'image de ce que je voulais d'être un agent immobilier, c'est-à-dire pouvoir performer dans la convivialité et pas l'obligation d'appuyer sur la tête du voisin pour pouvoir réussir. Donc c'était aussi cette image de l'agent immobilier dont j'avais besoin. Et c'est aussi le groupe dans lequel ma meilleure amie était depuis quelques années et vivait. Et voilà, c'est vraiment un groupe qui t'accompagne, qui te forme, qui est disponible, qui te met les outils à disposition, qui ne te lâche pas non plus dans la nature en disant vas-y, fais, parce que ça engendre quand même une responsabilité quand tu accompagnes les gens sur un projet comme celui-là. Et alors, moi, je me dis toujours de démarrer. Alors, tu dis tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire. Il y a quand même un point, moi, qui me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'avant de faire, tu es quand même payé qu'à la commission. Dis-moi si je me trompe. Mais du coup, ça peut prendre quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Souvent, je pense même plusieurs mois avant de toucher tes premiers sous. Tout à fait. Alors, le vrai conseil que moi, on m'a donné, c'était quand même d'avoir un pécule de côté, tu vois, pour pouvoir ne pas trop stresser aussi sur le démarrage, se laisser le temps. C'est un métier où tu sèmes vraiment tout le temps. Il y a des périodes hautes, il y a des périodes basses. Enfin, c'est vraiment les montagnes russes, et ça à tout niveau de notre métier. Donc c'est vrai qu'il faut semer, et puis il faut apprendre à te faire connaître, il faut être visible, il faut avoir aussi tes premières opportunités, tes premiers clients, il faut aller faire de la prospection. À partir du moment effectivement où tu vends concrètement, où tu passes chez le notaire, il y a quand même plein d'étapes avant qui sont parfois très longues. Il y a le contexte économique qui joue aussi, qui rallonge parfois les délais, les taux des crédits. Enfin voilà, il y a plein de critères qui rentrent. Donc effectivement, le meilleur conseil, c'est quand même de se laisser le temps, de se dire qu'il va falloir semer et quand même avoir un petit matelas aussi pour pouvoir continuer à vivre quand on a tout à chacun des factures à payer. Voilà. C'est sûr. Moi, il y a un truc toujours qui m'a... Je sors des questions, tu m'en crois pas. C'est l'estimation gratuite. Alors, toi, de ton côté, tu vas me dire... Non, mais moi, je trouve pas ça correct. Enfin, je trouve pas ça juste. Ouais, j'entends. Tu vois, parce que en fait, tout travail déjà mérite salaire. Et puis, je pense qu'il y a eu un gros abus. Alors, peut-être que les gens se sont calmés, tu me diras, mais je trouve qu'il y a quand même eu un abus où tu vas te dire, allez, je vais faire estimer ma maison, puis après, je la vends toute seule. Enfin, c'est peut-être le jeu, oui, tu vas me dire. C'est le jeu. Oui, alors, c'est drôle que tu parles de ça, parce que nous, c'est un sujet qui revient quand on est en semestriel ou avec nous en tant que professionnels. Déjà, même au sein d'une même entité, d'un même réseau, on n'a pas la même façon de fonctionner. Il y en a qui font payer leurs estimations. Alors, quand il y a un vrai projet, tu vas faire payer les estimations globalement quand c'est sur de la succession ou quand tu peux être mandaté aussi, quand les gens, tu sais, partent en EHPAD, ce genre de choses. Voilà, là, on arrive à se faire payer l'estimation. Après, c'est vrai qu'on est un des seuls métiers où on se dit gratuit et on utilise nos compétences et notre connaissance du marché avant même d'avoir essayé quelque chose, enfin, construit quelque chose. Après, c'est le jeu, oui, maintenant, c'est démocratisé. Si toi, moi demain, je fais payer l'estimation alors que j'ai un confrère, forcément, la personne en face, humainement parlant, elle va aller sur la partie gratuité. En fait, l'estimation gratuite, on va dire, ou l'estimation avis de valeur offert plutôt, je préfère, ce serait plutôt d'y aller pour voir quel est le projet derrière. Et en fait, c'est là où tu vas avoir ta carte à jouer, c'est là où tu vas avoir ton expérience, c'est là où tu vas sentir si effectivement il y a un vrai projet professionnel. Pardon, 1, 2, 3. C'est là derrière si tu vas voir il y a un vrai projet immobilier ou si la personne veut juste avoir une estimation de son bien aussi. Après, tu peux aussi faire une estimation pour revaloriser aussi l'assurance de ta maison. Enfin, tu vois, on peut faire appel à toi dans plein de cas. Après, c'est une fois que tu rentres, une fois que tu es avec la personne, c'est là que tu as une carte à jouer ou c'est là où tu vas creuser pour voir vraiment s'il y a un projet ou pas.
ce dont il y a besoin ou pas, ou autre. Voilà. Après, derrière cet avis de valeur offert, cette estimation gratuite, il y a aussi toute une méthode pour essayer aussi de récupérer de l'information et potentiellement la vente, le projet IMO. T'en fais combien c'est quoi le ratio? Tu vois, justement, c'est intéressant de savoir ça, le ratio estimation et contrat derrière. Est-ce que c'est une donnée que tu as ou est-ce que c'est une donnée que tu affines? Est-ce que c'est hyper... tu vois, alors ton taux de transformation, le taux de transformation, donc tu as les gens qui sont bébés de l'immobilier, tu vois, qui sortent d'un bac+2 et tout, ils ont vraiment cet indicateur-là en eux dès le départ. Après, moi au départ, je ne l'avais pas forcément. J'ai envie de te dire, moi mon taux de transformation, il est bon, tu vois, par exemple, parce que du coup, globalement, quand j'ai l'info, j'arrive à transformer en mandat derrière. Mais après, en termes de quantité, j'ai envie de te dire, ça dépend. À moi toute seule versus une agence qui a 6-7 agents co, voilà, le taux de transformation ne sera pas forcément le même, le taux d'estimation ne sera pas forcément le même. Tout dépend aussi de si tu vas sur une estimation liée à une recommandation ou si tu vas sur une estimation parce que tu as fait du toc-toc et que tu as senti qu'il y avait un projet. Voilà, après, je suis d'accord avec toi, le taux de transformation, c'est-à-dire combien d'estimations je fais, combien de mandats je rentre derrière, il est hyper important parce que ça veut dire que si tu arrives à transformer, c'est que ta méthode est bonne, tu arrives à convaincre, il y a quelque chose qui se passe et tu es sur la bonne voie. Si derrière, tu as aussi peut-être le bon prix, enfin voilà. Si derrière, tu as un taux d'estimation important et que derrière, tu ne transformes pas, oui, tu as des agents immobiliers qui te disent « Ah, je faisais plein d'estimations, mais j'arrivais jamais à récupérer les mandats, du coup, j'en vivais pas » et qui s'arrêtent à ce moment-là. Donc oui, c'est un indicateur qui est important, que moi, je suis, mais qui sera différent en agence aussi. Voilà. Ok. T'en penses quoi de la famille Crête? T'en penses quoi de la médiatisation? Non, mais parce que ça a été quand même, je pense, un grand sujet. Ça montre un côté de l'immobilier complètement hallucinant aussi sur un marché quand même, le luxe. Oui, très particulier. Très particulier, on est d'accord, mais est-ce que ça n'a pas fait rêver aussi? Est-ce qu'il n'y a pas eu un boom des agents IMO à ce moment-là pour une chute après, certainement, parce que... Sur la famille Crête, alors moi, du coup, j'ai un invité tranché, je suis hyper fan. Moi, je suis une grosse fan de la famille Crête. Moi, ça me fait rêver, tu vois. Alors après, je comprends ta question. Alors moi, ça me fait rêver parce que tu vois des bâtisses absolument incroyables et que c'est un des deux côtés de notre métier, c'est de pouvoir rentrer dans des maisons qui sont absolument super. Alors, on n'en est pas sur la famille Crête, mais tu as des agents immobiliers, même moi, j'ai pu visiter des maisons qui ont quand même... qui sont affichés à 800 000 euros. Enfin, tu as d'autres confrères qui font ça sur la commune de Saint-Just-Saint-Ambert où il y a aussi de très belles bâtisses. Je veux dire, si tu es dans le sud de la France, tu rencontres aussi ce genre de choses. Alors, du coup, la famille Crête, c'est un sujet. Moi, je suis une grande fan, donc ça me fait rêver. Après, c'est un marché qui est bien particulier avec le luxe. Ils le médiatisent aussi pour en faire une série et que ça ne soit pas trop barbant à regarder. Il ne faut pas se mentir. Donc, du coup, ils en rajoutent aussi. Mais je pense que ça peut être une partie aussi... c'est aussi de l'immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans une sphère qui n'est pas forcément la mienne, qui peut-être le viendra. Moi, j'ai des gens chez Sim Immobilier qui touchent un peu cette sphère-là aussi, qui, du coup, par opportunité, peuvent vendre un bien de luxe. Et puis, quand tu en as un, tu en as un deuxième, tu en as un troisième. Du coup, quand tu mets le pied dans la porte, ça fonctionne. Après, il faudrait demander, tu vois, à la Chambre des commerces pour savoir si, depuis la diffusion, il y a eu un boom des augmentations d'inscriptions au RSAC, tu vois. Mais je pense que, bon, ça fait rêver, mais ça reste de la télé. Oui. Voilà. Ça, c'est sûr. Ils ne montrent pas tout l'envers du décor de ce qu'est vraiment un agent immobilier. Non, bien sûr, mais tu vois, des fois, je me dis, ah oui, les mecs... tu sais, des fois, c'est bien, je trouve, quand il y a des mises en lumière sur nos métiers, mais ça peut aussi desservir parce que tout est coupé. Enfin, je veux dire, les mecs, tu les vois que visiter et signer des gros mandats, alors qu'en fait, tu as un taux derrière de non-conversion. Alors, peut-être que dans le luxe, ça s'affine un peu plus, tu vois, mais... Finalement, c'est juste pas la même échelle. Voilà, non, c'est juste pas la même échelle. Je pense que c'est une sphère bien particulière et qu'on n'est pas sur, nous, agents immobiliers de terrain, où on fait de la prospection avec du tap-tap, ou de la rencontre sur des événements associatifs. On n'est pas sur le même niveau. Donc, mais bon, après, ça a le mérite d'exister, puis ça reste de la télé. Donc, Oui, mais c'est vrai que c'était quand même... il y avait Stéphane Plaza, quand même, en premier lieu, qui a mis le côté, lui, très, par contre, familial. Et après, les Crêtes qui ont débarqué dans nos vies. Je revire un peu, je change un petit peu de sujet, mais
J'ai l'impression et tu n'es pas la seule, qu'on a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui étaient dans le monde du salariat, en tout cas qu'on rencontre nous sur les interviews, qui ont fait un burn-out. En fait, c'est plus du tout tabou maintenant d'en parler, c'est une bonne chose. Et vraiment, c'est un constat que je me fais de plus en plus. Parce que là, on en est quand même à 10 interviews, j'en ai quand même au moins 7 qui sont à leur compte parce qu'ils ont fait un burn-out dans le salariat, alors que des fois, quand tu réfléchis au devis, tu te dis, enfin maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat, quand même le fil rouge il est pas loin non plus. Qu'est-ce qui s'est passé toi entre tu vois, Covid, burn-out et la sale période? Vas-y, parlons des périodes sombres. La période sombre, je pense qu'il y a eu de ça, il y a eu un burn-out. Alors moi, j'étais quand même jeune. Après, il y a eu surtout l'arrivée des enfants. Le Covid a aussi quand même beaucoup transformé les gens. Nous, le e-commerce, on a énormément travaillé sur cette période-là. Moi, en plus de ça, j'étais enceinte. Voilà, et donc il y avait tout plein de choses qui venaient se rajouter, plein d'émotions mélangées à ça. Moi, ce qui m'a poussée, alors je ne sais pas si on peut parler de burn-out, mais je pense qu'on peut parler aussi d'injonction. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait des études parce qu'il fallait faire des études. J'ai été chercher du CDI privé parce que c'était nécessaire pour acheter une maison. Et en fait, moi, le constat, c'est j'ai tout pour être heureuse sur le papier. Mais ça va pas. Voilà, c'est plutôt ça, tu vois, c'est plutôt le côté aussi où on nous pousse à faire des études, on nous pousse à aller chercher la sécurité de l'emploi. Voilà, moi, j'avais personne dans mon entourage familial qui s'était mis à son compte. Enfin, moi, ma mamie, elle n'a pas compris, quoi. Elle me dit, t'es CDI chez Ikea, vous avez une maison, des enfants, des chiens. Qu'est-ce que tu vas aller tenter une expérience d'un truc que tu ne connais pas, ou en plus, tu n'es pas payé à la fin du mois. Enfin, voilà, tu vois, ling, 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 ling. Donc, c'est moi plus ça, où peut-être que j'ai pas assez écouté l'instinct, tu vois, qui sommelait en moi aussi, parce que toute la partie commerciale, ça a toujours été très, très, très marqué, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment laissé de côté. Et du coup, je pense que quand tu te fais pas assez confiance, que tu fais pas assez attention à tes ressentis, à ce que tu as vraiment envie de faire, tu as beau suivre une voie toute tracée aussi pour faire plaisir, je pense qu'à un moment, tu t'es plus du tout aligné. Et moi, c'était le cas, j'étais plus du tout alignée, ce qui a fait que j'étais très malheureuse. Et du coup, c'est vraiment ça qui a été le déclencheur. Et oui, le côté burn-out. Après, là où je te rejoins, c'est que il y avait quand même des avantages à être en CDI. Aujourd'hui, être à son compte, c'est aussi d'autres stress. Parfois, tu es aussi un peu à la limite du trop. Donc, je pense que c'est lié aussi, je pense c'est très sociétal. Moi, je pense qu'il y a la société aussi qui joue là-dessus. Et puis après, c'est des tempéraments aussi qu'il faut aussi avoir pour apprendre à se canaliser, à savoir dire non, à savoir dire stop, tu vois. Et ça, que ça soit pour nous, en tant qu'entrepreneur ou dans le privé, c'est aussi la charge de travail qui fait que... Tu as des techniques là-dessus, toi? Perte un peu les plombs. Est-ce que j'ai des techniques pour essayer pour toi-même, tu vois, est-ce que tu arrives à te reconnaître quand tu es sur une phase où tu te dis là, c'est en train de basculer? Est-ce que tu as réussi à l'anticiper? Ou t'en es où? Tu vois, t'en es où? Où j'en suis sur ces phases un peu montagne russe. Je me cherche encore, comme tout à chacun. Tu diras que non, je ne suis parfaitement zen et que je maîtrise la totalité de mes émotions à cette période, ce serait mentir. Après, je pense que c'est très lié aussi à mon métier. Tu vois, il y a des périodes où on travaille énormément et du coup, tu as la tête dans le guidon, il ne faut pas lâcher et tu dois être là parce que l'opportunité se présente. Et après, moi, c'est plus ça où j'ai du mal, c'est gérer le après, où tu as des phases où ça redescend, où il y a moins de choses, où c'est plus tranquille. Quand tu as été débordé et que tu passes à ça, tu fais « Attends, il se passe quoi? Je ne travaille plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» On se remet en question. Donc, c'est dur aussi d'appréhender ces différentes phases-là. Et après, pour essayer de... je pense qu'après, quand tu es partout, tu es nulle part à la fois. Et quand tu commences à faire des petites bêtises, quand tu commences à manquer des rendez-vous, je ne sais pas, quand tu commences à ne pas envoyer la bonne pièce jointe, enfin, tu vois, toutes les choses un peu... bête qu'on fait tous au quotidien, tu te dis bon là il y a peut-être trop de choses, mon cerveau il est peut-être partout, du coup je fais n'importe quoi, ça dégrade aussi la qualité de ton travail. Donc l'idée c'est peut-être d'avoir, tu vois, de rétrograder, de se dire bon allez là je me pose, qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce que j'ai besoin de passer du temps en famille, est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport, est-ce que je vais me promener avec les chiens, est-ce que je me pose pas un peu pour réorganiser aussi mon espace de travail. Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place mais qui sont propres à chacun. Et clairement. Tu vois, justement, par rapport au burn-out et tout, enfin, burn-out même surcharge, enfin, de plus te retrouver dans le monde du salariat, il y a souvent le constat, toi, tu m'as dit quand même que ton poste avait été scindé en 3 après ton départ. Oui. Et tu vois, je me dis, par contre, on aime quand même bien se faire un peu mal parce que finalement, on se met à son compte pour dire c'est bon, je serai tout seul, mais au final, on fait le boulot de personne. Donc, alors, c'est différent, c'est sûr, mais...
Mais je pense que c'est, comme tu dis, c'est juste que c'est vraiment sociétal où on a été configuré comme ça. Et après, on se pose la question, finalement, notre charge de travail ne change pas, c'est juste la manière de le faire. Et puis que tu en récoltes les fruits et puis tu prends tes décisions. Je pense que c'est une histoire de posture aussi, parce que quand tu es en salarié privé, tu te sens submergé parce que on t'en donne, on t'en donne, on t'en donne, et que si en plus tu performes, et je vais revenir là-dessus, si tu performes, on continue à t'en donner, hein, puisque forcément tu n'as pas le boulot de plusieurs personnes en étant que toi-même, du coup. Et après, quand tu passes côté entrepreneuriat, tu as aussi cette angoisse du vide, parce que le travail ne vient pas à toi, il faut aussi aller le chercher. Et du coup, c'est toi et ça crée plein de croyances limitantes. Enfin voilà, ça vient chercher tes peurs aussi que tu n'avais pas aussi de l'autre côté. Tu sais, tu entends souvent ah, mais c'est pas ma boîte, moi, à 18h, c'est fini, je m'en vais. Oui, c'est le cas. Mais là, aujourd'hui, nous, c'est du continu. Tu y penses tout le temps parce que tu as envie d'en vivre, tu as envie que ça fonctionne, tu as envie de performer. Et je pense que c'est aussi une histoire de performance. Je pense qu'on a toujours été poussé à toujours performer tout le temps, à faire les choses qui sont tout le temps en performance. Et la société veut ça. Maintenant, tu fais des semi-marathons, tu fais des marathons. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas le faire juste par le plaisir. Tu le fais toujours parce qu'il faut qu'il y ait quand même une sensation de performance ou quelque chose qui te fasse du bien pour tu vois, une montée en compétence. Voilà. Et donc, du coup, on a du mal à appréhender les moments comme ça où c'est juste comme ça, il faut faire avec et il n'y a pas non plus, tu vois, de performance à aller chercher. Donc, justement, avec une très belle transition là-dessus. Alors, il y a de la performance, certes, mais il y a quand même une notion de plaisir. Tu as décidé de nous créer un petit groupe d'entrepreneurs, mais qui change un petit peu. Donc, j'ai été invitée, je te remercie encore d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? D'où c'est venu? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, je t'écoute. Alors oui, l'idée c'était de créer un club d'affaires. Donc là, j'ai monté avec Stéphane qui du coup est à l'origine du concept business to business à Saint-Étienne. Moi, j'ai toujours été une femme de réseau. J'aime l'humain, j'aime l'échange. J'ai toujours beaucoup aimé aller à la rencontre d'eux. Donc voilà, tous les collectifs d'entrepreneurs, BNI. Clé 42, enfin voilà, les mêmes preneuses, il y en a plein sur la région et au national aussi. Ça m'a toujours beaucoup plu d'aller à la rencontre de professionnels sur une partie un peu informelle. J'ai toujours trouvé aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de richesses dans les échanges et aussi dans les contacts. C'est aussi là que tu fais du contact par rapport à ton métier ou par rapport à d'autres expériences que tu pourrais avoir envie de faire. Donc l'idée c'était… Alors après, pourquoi j'ai monté Business to Business dans le 42 ? C'est que moi, mon métier, il est ultra représenté dans les clubs d'affaires. Donc du coup, il n'y a pas de possibilité d'adhérer. Et il n'y a même parfois pas de possibilité de venir même en tant qu'invité. Puisque du coup, comme c'est à la décision… des personnes qui sont présentes, on a parfois certains de nos confrères qui nous ferment directement la porte sur les réunions d'invités. Donc moi, j'avais envie de contourner le problème, puisque à force de porter des portes, j'ai décidé de passer par la fenêtre, voilà, très clairement. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi tu ne montes pas toi-même ton club d'affaires ? Pourquoi tu n'es pas à l'origine de ça ? Pour, du coup, pouvoir créer du lien, retrouver cette convivialité, mais sur un format différent, parce que nous, on ne vient pas tôt le matin, on se réunit sur la pause méridienne du temps de midi. Voilà, qui a dit qu'on ne pouvait pas manger une bonne pizza et échanger des contacts ? Personne. Voilà, donc c'est un fonctionnement qui change un peu. C'est un nouveau club qui vient de se monter. Il y a tout à créer. Il y a plein de possibilités. Et puis, si tu veux, moi, réseauter, c'est rencontrer. Et pour moi, penser à quelqu'un, avant même de le recommander, déjà penser en disant, tiens, j'ai Chloé qui fait des interviews. Il faut d'abord que je puisse te connaître, comprendre qui tu es et comprendre aussi ton métier. Donc, pour moi, rencontrer, c'est réseauter. Et c'est comme ça que… voilà, comme tu penses à ton garagiste aussi, tu ne te poses pas la question, moi je veux qu'on se dise, si j'ai besoin de quelqu'un pour l'immobilier, on pense à moi. Mais pour ça, il faut aussi être un minimum visible et dire ce qu'on fait. Et je pense que pour tous les entrepreneurs. Tu fais du pro ou tu fais que du particulier sur tes transactions ? Alors moi, je suis formée pour les deux. J'ai eu la chance d'accompagner la partie professionnelle sur du fonds de commerce, parce que des fois, c'est des questions d'opportunité. Alors certains te diront, c'est pas les mêmes métiers, tu ne peux pas tout faire. Oui, peut-être. Après, moi, c'est mon tempérament. J'aime toucher à tout et je vais au niveau des opportunités. Donc moi, je fais de la transaction, achat, vente sur du pro et du particulier, sur de l'ancien, pas sur du neuf, parce que c'est d'autres secteurs. Mais je suis formée aussi pour la partie gestion locative, puisque du coup, j'ai quand même un parc d'une 40aine de lots, tu vois, à gérer à moi toute seule. C'est un autre métier aussi, mais ça fait aussi partie de nos attributs d'agent immobilier. C'est différent que de l'accompagnement sur de la transac vente classique.
sur de la gestion locative. Et moi, je suis formée aussi pour les biens de rapport, donc pour accompagner aussi sur de l'investissement. Voilà. Après, quand on est mandataire, on touche un peu à tout. Parfois, il y en a qui ont une ligne de conduite et qui n'en sortent pas. Parfois, en agence, c'est plus facile d'avoir plusieurs casquettes puisqu'il y a plusieurs collaborateurs. Moi, je me laisse la possibilité, si les opportunités viennent, en tout cas, de pouvoir accompagner et donc d'être formée. Ce serait trop dommage de dire non, je ne fais pas parce que je ne sais pas faire, parce que je ne suis pas formée. Après, ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas le même accompagnement, mais moi, j'aime bien. Ce n'est pas les mêmes profils. Quand tu fais appel à du particulier ou quand tu es face à des professionnels, ce n'est pas pareil aussi. Oui, mais aussi à l'inverse, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est la relation humaine, etc. Vous êtes... mais comme dans plein, les agents IMO, certes, hein, mais il y a plein de métiers où on est beaucoup, la concurrence est rude, certes, mais du coup, l'effort, du coup, il est fait qu'une fois. C'est-à-dire que si la personne, elle t'apprécie, tu deviens son agent IMO et que la personne, elle vende du pro ou qu'elle ait des contacts aussi, parce qu'elle n'est pas forcément, tu vois, mais qu'elle vende du pro ou du particulier, tu es là aussi pour répondre et c'est plus facile. Quand déjà tu connais le client, enfin, tu vois, ça simplifie, quoi. Et puis, ça te permet aussi de pouvoir élargir ton champ de recherche, ton champ d'opportunité et d'aller sur plusieurs marchés. Moi, je crois au fait que tu peux être bon sur un seul et unique marché, mais c'est trop dommage de louper l'opportunité quand les gens t'ont recommandé ou quand nos métiers ils sont faits d'opportunités. Et parfois, ils sont faits dans des opportunités auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. C'est la rencontre, c'est l'échange qui fait que… Donc, du coup, oui, c'est important. En tout cas, de pouvoir, moi, être formée et d'accompagner. Si l'occasion, elle se présente, je peux. Et si ce n'est pas le cas, on continue à aller chercher du business. Tu gères tout toute seule ou comment ça marche? Alors avec Sim Immobilier, tu vois, comment c'est organisé? Parce que chaque agence a ses codes aussi quand même, chaque groupe a ses codes. Comment ça fonctionne au niveau toi de Sim Immobilier et de ton organisation générale? Alors sur mon organisation en général et en ce qui concerne donc moi mon métier de mandataire indépendante, parce que je pense que quand tu es agent co dans une agence c'est différent. Donc moi je travaille pour moi, mais je suis rattachée au réseau Sim Immobilier. Ça veut dire que j'ai pas la carte T, je suis pas agent immobilier. Donc du coup, je suis rattachée à Sim Immobilier. Moi, j'utilise les logiciels qui nous mettent à disposition en tant que professionnel. Donc tout un tas de logiciels qui sont liés à nos métiers, mais aussi Se Loger, Bien Ici, Le Bon Coin, tous ces accès à la plateforme pour les diffusions. Moi, je travaille essentiellement seule sur le 42. Alors j'ai des agences Sim à Vauche et à Ambert avec lequel je peux mailler et échanger pour avoir une harmonisation globale et avoir une puissance du groupe. Mais je travaille pour moi de chez moi et certainement des clients ou de la voiture aussi, beaucoup. Donc l'idée, c'est d'avoir une redevance aussi au groupe. Puisque du coup, on utilise en fait la carte T, leur logiciel, leur accès, tous les outils. On va aussi en formation avec eux. Voilà, donc il y a forcément un partage qui se fait aussi bien tous les mois. Donc ça aussi, c'est propre à chacun où tu as une redevance pour un pack pour utiliser les logiciels métiers et tous les outils par rapport à ça. Et après, sur le commissionnement aussi, quand tu as une commission qui tombe, tu reverses aussi une part à ton réseau. Et c'est là où tout le monde n'a pas les mêmes codes en fonction des agences, en fonction de si tu es mandataire. La part de reversion au réseau auquel tu appartiens est plus ou moins grosse. Ok. Et donc, tu as 2 enfants. Oui. 2 petits, oui. 2 petits chérubins qui courent partout. Comment tu as organisé ta vie de maman par rapport à la vie d'entrepreneur? Quelles limites tu te poses? Qu'est-ce que tu as du mal encore à poser? Parce que nous sommes tous vulnérables et on pose quand même tout le temps. Et ils ont quel âge? Est-ce qu'ils sont à l'école? Comment tu gères tout ça un petit peu Alors, le fait d'avoir envie de se lancer à son compte, c'est venu aussi très très fort, renforcé au partir du moment où je suis devenue maman. Donc, j'ai eu ma première fille il y a 5 ans, en plein Covid, en 2020 du coup. Donc, plus du tout envie d'allier les grosses journées et de ne pas pouvoir la voir et de la laisser uniquement chez la nounou. Donc, ça a poussé l'envie de pouvoir organiser mon temps de travail comme je voulais. Donc, moi, je ne travaille pas les mercredis pour les avoir avec moi. Donc, aujourd'hui, Léonie, elle est à l'école, forcément. Après, avec on avait trouvé un rythme de croisière qui était quand même plutôt confortable. Et puis, du coup, on a décidé d'avoir un second qui est venu donner un petit coup de pied dans la fourmilière et qui a légèrement fait tanguer le bateau, du coup. Donc, l'idée, moi, Maxence, il est tout petit, il a 14 mois, donc forcément, les demandes ne sont pas les mêmes. Mais là aussi, le fait de pouvoir être à son compte, c'est pouvoir aussi s'organiser pour mieux gérer
la partie médicale, la partie absence, la partie maladie, la partie urgence inhérente au fait d'être maman. Et du coup, quand tu es ton propre patron, tu ne poses pas la question de savoir si tu peux quitter le travail pour aller les récupérer. Mais à l'inverse, c'est aussi le piège parce que quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas auto-entrepreneur et qui est aussi salarié, pour lui, c'est facile. Même dans la tête de tout le monde, toi, quelque part, tu ne travailles pas. Donc, tu travailles pas, tu es libre, tu n'as pas de contraintes. Donc, tu peux t'occuper de toute cette partie familiale. Sauf que, oui, mais non. Parce que le business, il ne rentre pas comme ça. Et toutes les fois où tu t'occupes de cette partie-là, de cette charge familiale, c'est aussi des opportunités de manquer. C'est aussi du business qui ne rentre pas. C'est aussi du travail qui est non effectué. C'est aussi un manque de visibilité. Bref, donc du coup, c'est dur de trouver l'équilibre. Honnêtement, c'est pas facile parce qu'il y a des périodes où tu enchaînes. Moi, j'ai quand même un métier où je travaille énormément le soir. Je travaille les week-ends. Donc, je perds cette partie aussi familiale. Donc, de rentrer tard et de savoir que les enfants sont rentrés, c'est compliqué. Donc, j'essaye d'aménager des plages où j'ai aussi des temps de qualité. Puis, quand ça me manque trop, je baisse un peu, je réduis la voilure. Mais je pense que c'est comme tout à chacun. Mais l'équilibre, non, il est loin d'être trouvé, il est loin d'être parfait. Je trouve que c'est un challenge quotidien, permanent. C'est même parfois une source un peu d'angoisse parce que tu te dis je suis trop au travail, je ne suis pas assez avec mes enfants. Ou est-ce qu'on est trop avec nos enfants? Je ne sais pas. Mais là, je suis beaucoup avec les enfants et donc du coup, pas assez au travail. J'ai la to-do list qui se rallonge. Donc l'équilibre, il est très compliqué. Après, c'était l'objectif d'avoir ce métier-là pour être libre d'organiser son emploi du temps. Mais c'est pas facile d'être libre. Mais c'est loin d'être facile et c'est loin de fonctionner à la perfection. Oui, et puis alors ça, c'est sûr, moi je suis d'accord avec toi que vraiment, mais de nous-mêmes en plus, on blâme même pas nos conjoints, tu vois, c'est-à-dire que de nous-mêmes, automatiquement, on va se dire, non mais c'est bon, moi j'ai qu'un rendez-vous à décaler, sauf que c'est une erreur, alors à toute mesure, bien évidemment, mais essayer un peu plus pas de compter, mais un peu de se dire, attends, en fait, moi là, ça fait 10 fois que c'est moi, tu vois, de venir, parce que... Puis toi, je pense que c'est un petit peu comme moi, on a tendance à toujours dire oui, c'est bon, allez, je me débrouille parce qu'on pense qu'on surgère tout et c'est pas vrai. On n'est pas surhumaine et on veut toujours le faire en se disant oui, mais mes mails, c'est bon, je peux les faire le soir. Mais en fait, sauf que quand tu étais salarié le soir, en fait, tu étais chez toi et tu te préoccupais pas de ça. Mais sans regretter du tout cette vie-là parce qu'on l'aime trop. Tout à fait. Mais c'est compliqué, ça, je suis d'accord avec toi. Et tu m'as dit aussi que toi, tu as le côté quand même très humain. Moi, depuis que je te connais, c'est quand même une chose qui est hyper importante. Et tu m'as dit un truc rigolo quand on a préparé l'interview. Tu m'as dit la maison, au fond, je m'en fous un peu. Ouais. Moi, je fais partie de cette team-là. Effectivement, la maison, au fond, je m'en fous un peu. Mais clairement, alors... Oui, non, parce que tu peux accéder à des belles bâtisses et qu'à un moment donné, il va bien falloir prendre les mesures, connaître le DPE du bien, tous les critères autour de ça pour estimer la maison, accompagner, donner un prix du marché, se tenir au courant de tout un tas de choses par rapport au marché de l'immobilier. Mais moi, si je fais ce métier-là, et il y a d'autres agents immobiliers qui diront c'est peut-être plus pour le bâti, s'ils ont l'honnêteté de dire que c'est parfois plus pour le bâti que pour l'humain. Après, on fait tous un peu ça pour l'humain, mais moi, c'est clairement l'humain. Moi, c'est vraiment... parce qu'en fait, derrière une maison ou derrière un appartement, derrière un projet immobilier, il y a une histoire. Il y a une histoire qui se termine, il y a une histoire qui démarre. Et en fait, c'est la rencontre de ces deux histoires-là. Donc, tu croises tout un tas de profils, tu croises tout un tas d'histoires, parfois tristes, parce que des fois, c'est des décès, parfois, c'est des séparations, mais parfois beaucoup plus joyeuses. C'est des primo-accédants qui achètent leur première maison. C'est un déménagement parce que la famille s'agrandit. C'est une opportunité aussi parce qu'on bouge sur de la mutation professionnelle. Des opportunités, il y en a plein par rapport à ça, mais moi je le fais vraiment par l'humain, c'est vraiment la personne que je rencontre en face qui me touche, c'est avec elle que je vais connecter en fait, et c'est aussi comme ça que j'ai été formée, c'est qu'on s'attarde vraiment sur l'humain. Parce que vendre sa maison ou acheter une maison, c'est une étape dans une vie. Le commun des mortels, contrairement à la famille Kretz, peut-être, on ne fait pas ça tous les 4 matins, tu vois. Ça engage beaucoup de choses d'un côté ou de l'autre. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions autour de ça, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a beaucoup de stress. Et du coup, nous, on est là vraiment pour faire en sorte que ça se passe en toute sérénité et en toute sécurité pour les gens qui décident de travailler avec moi. C'est vraiment l'accompagnement dans la convivialité, mais aussi avec cette partie humaine, compréhension, accompagnement. Et c'est ça qui me plaît et qui me fait vibrer. C'est vraiment l'humain avec un grand H dans toute sa spécificité.
Et justement, est-ce que des fois, tu y es pas allé? Enfin, tu vois, tu as eu un premier rendez-vous, etc., où tu sens, alors, soit que ça communique pas correctement, ou que tu peux avoir des couples aussi, des fois, qui sont pas d'accord, Ouais. ou des personnes qu'il faut vendre, alors que tu en as un des deux qui veut pas forcément. Tu vois, des terrains un peu compliqués, où enfin, tu leur expliques, bien sûr, sans dire je donne plus de nouvelles, mais ou tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ou de commencer un peu à Oui. renifler Bah, globalement, c'est quand même plutôt nos quotidiens d'avoir des métiers, enfin je la refais. Globalement, c'est plutôt notre quotidien d'avoir des dossiers un peu compliqués, tu vois. Quand tu as un dossier sur lequel c'est hyper facile, tu dis, ah là c'est facile parce que voilà, mais c'est quand même pas ton lot, en tout cas moi pas tout le temps, et je pense que sur la majorité des agents immobiliers c'est pareil, on a aussi son lot de dossiers compliqués et difficiles, si tu es sur une succession, si tu es sur un divorce, voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Après, pourquoi on est si nombreux à faire ce métier-là? Parce qu'on a tous des profils différents et que c'est l'humain qui passe. Donc en fait, si tu passes avec monsieur mais que tu passes pas avec madame, bon, tu vas pouvoir essayer de contourner, mais c'est comme ça. Après, c'est des feelings, c'est des ressentis et ça ne s'explique pas. Il y a aussi des fois où tu décides de ne pas y aller, mais c'est parce que tu t'es pas mis d'accord. Si vraiment tu sens que le client en face il va pas t'écouter, ou il écoute pas ce que tu lui dis, ou il fait abstraction aussi des conseils que tu peux lui donner, en fait, tout le monde va perdre son temps. Et là, ça va venir aussi décrédibiliser toi en tant que professionnel et aussi le métier, parce que ça va être encore un agent immobilier, etc. Ouais. Donc parfois, oui, nous, voilà, c'est vraiment trouver le juste milieu. Donc parfois, oui, on n'y va pas, et parfois, eux, ils n'y vont pas avec nous, mais encore une fois, c'est de l'humain, c'est du ressenti. Donc, c'est le jeu. Oui, mais bon, c'est bien de prendre ce recul, tu vois, de pas dire je prends tout ce qui vient, parce que de toute façon, c'est pas bon. Enfin, c'est pas un bon fonctionnement. C'est pas un bon fonctionnement. Tu ne vends que des mandats exclusifs. Je t'avais posé cette question. Mais je pense que de plus en plus, ça lève, c'est de plus en plus de mise, qui n'était pas il y a quelques années quand même, où le mandat exclusif était un peu mal vu, et que ça laissait la possibilité aux agents d'être plusieurs sur un bien, mais au final, c'est pas bon. Explique-moi pourquoi le mandat exclusif, tu vois, les côtés noirs qu'on peut y voir qui ne sont pas vrais en fait. Alors, le mandat exclusif, l'idée, c'est de le démontrer et de montrer pourquoi aux vendeurs, c'est important pour eux le mandat exclusif et pas nous en tant qu'agents immobiliers. C'est ça qui a été à un moment décrié, c'est que les vendeurs te disaient oui, en fait, ça vous permet de travailler tranquillement, vous, et d'avoir personne au niveau de la concurrence et donc d'être sûr de vendre. Bon, effectivement, mais pas vraiment en fait. Parce qu'un mandat, quoi qu'il arrive, ça se démandate. Je veux dire, il y a pas de, ça reste un contrat. Donc si tu veux mettre faire un contrat, tu peux. Donc ça, c'est une première chose. Après, pourquoi moi je vends de l'exclusivité et je préfère? Alors oui, c'est un confort parce que ça permet de travailler sereinement, mais c'est aussi l'image que ça envoie pour nos clients, c'est-à-dire que pour eux, c'est la certitude aussi de mettre en valeur leurs biens de façon spécifique et unique. Ça permet aussi aux acquéreurs d'avoir qu'un seul interlocuteur et donc d'éviter des négociations très très agressives parce que ils essayent avec toi, mais du coup, ils vont essayer avec le confrère. Et puis après, c'est le jeu, c'est à celui qui vend le plus vite aussi et qui vend rapidement. Donc, ça va aussi mettre en valeur le bien, ça va permettre aux acquéreurs de se positionner et d'avoir qu'un seul interlocuteur. Ça va mettre en valeur la maison parce qu'en fait, une maison, un appartement qui se vend, c'est quelque chose de précieux. Donc, on évite de le mettre sur tout un tas de plateformes avec des photos différentes, des prix différents, des interlocuteurs différents, des informations différentes. C'est le meilleur moyen pour mettre en propre concurrence ton bien déjà, avant même d'avoir démarré. Toi, tout seul, si tu décides de le mettre par plusieurs agences, déjà, il va être sur la partie digitale en propre concurrence. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui est intéressantes sur le mandat exclusif pour les vendeurs et c'est ce que moi j'explique en rendez-vous. Et je pense qu'une fois que tu as expliqué en quoi c'était important pour eux et pas pour toi, et aussi comment ils peuvent en sortir, parce que les gens se sentent prisonniers là-dedans, et comment ils peuvent en sortir, c'est-à-dire qu'un mandat, ça se démandate, mais tu t'engages aussi à faire des choses. Si toi, en tant qu'agent immobilier, tu as décidé de faire tout un tas d'actions commerciales et que tu ne les fais pas, au bout d'un moment, le client il va te dire vous m'aviez promis ça, Madame Entresang, ça et ça, c'est pas fait. Bon, merci, au revoir. Je grossis le trait, parce que voilà, il y a tout un aspect légal, mais c'est possible. Donc en fait, le mandat exclusif, il est surtout et avant tout pour nos clients et pour la mise en valeur de leurs biens à eux. Et je pense qu'une fois que tu as expliqué ça, ça passe plus ou moins tout seul. Après, ça reste confortable pour nous, mais c'est pas le plus gros argument à mettre en avant. Bien au contraire. Donc effectivement, moi j'ai la chance, on revient sur le taux de transformation, de transformer mes mandats et transformer sur de l'exclusivité. Parce que les gens
ont aussi décidé de me faire confiance. On s'est tapé dans la main, on s'est dit, allez, on va faire un bout de chemin ensemble. Une bonne maison bien estimée, elle met combien de temps à partir? Alors, une bonne maison bien estimée, elle met combien de temps à partir? C'est hyper dur. On parle normalement de 3 mois. Voilà, globalement, en 3 mois, tu vas aller vendre ta maison parce que du coup, tu vas la commercialiser, tu vas avoir des appels, tu vas faire des visites, tu vas avoir des offres. Une maison qui part au bout de 15 jours, au bout de 2 visites, tu as des gens qui vont te dire oh là là, mais vous l'avez vendue moins cher, vous l'avez bradée. Non, en fait, elle était au prix du marché et du coup, elle est partie rapidement. Quand un bien reste trop longtemps en vente, au contraire, là, on commence à se dire, on est hors délai, on est hors cadre, votre bien va commencer à s'user, à s'abîmer. Du coup, on va perdre l'effet de nouveauté, de l'exclusivité, du lancement et du coup, on va avoir de moins en moins de demandes, de moins en moins d'acquéreurs. Moi, sur le mandat La Maison à l'Orme, 48 heures de commercialisation, j'ai fait 3 visites, j'ai eu une offre. Voilà. Donc, certains vont te dire, alors ce n'est pas toujours le cas quand même, certains vont te dire, vous avez bradé la maison. Non, elle était peut-être au bon prix, il y avait une bonne commercialisation, il y avait une bonne stratégie de vente. Et il y a d'autres mandataires et d'autres agences qui performent aussi et qui font des ventes sous 15 jours. Parce que tu as aussi parfois les clients dans ton réseau, dans tes contacts, parce qu'il y a tout un tas de choses. On va dire que le délai moyen, c'est quand même 3 mois au total à partir du moment où tu mets en vente et tu signes chez le notaire, parce que c'est ce que je te dis, estimation, commercialisation, appel, visite, offre. Et puis après, il y a tout le délai légal, l'obtention du prêt, les temps de rétractation, la signature du compromis. Pareil, encore un délai de réflexion et là, tu vas signer la vente définitive. Et tu vois, on parle souvent que tes clients sont ceux qui vendent. En fait, il y a ceux qui cherchent aussi. Oui. On n'en parle pas beaucoup finalement de cet aspect-là parce que quand tu cherches une maison ou un bien, ton premier réflexe ça va être le Bon Coin, de toute façon, en tout cas en particulier, ici, même dans en le 42, beaucoup. Alors 42 peut-être, voilà, vraiment, nous c'est une spécificité, le Bon Coin. Les gens n'ont pas encore assez le réflexe, je trouve, de se dire j'appelle, tu vois, je connais une agent IMO, je cherche. Je vais l'appeler pour l'informer que je cherche. Alors, ou peut-être c'est justement, et c'est à tort, mais est-ce que tu as ces demandes-là aussi? Oui, j'ai cette demande-là. Alors, il y a 2 choses. Il y a, moi, je connais. Alors, tu peux faire de la recherche avec du mandat de recherche. Et nous, aujourd'hui, en tant que mandataire indépendant, on peut le vendre. C'est-à-dire que tu as un projet bien précis, on va signer un mandat de recherche et puis du coup, toi, tu vas aller chasser, visiter, regarder ce qu'il y a dans ton portefeuille à toi, ce qui est en train de sortir ou pas, ce qui est en off, parfois chez les confrères, pour effectivement faire les visites. C'est pas forcément, c'est un autre métier. Tu vois, moi, je connais quelqu'un qui est chasseuse immobilier, qui fait uniquement ça. C'est-à-dire que tu viens la voir, tu as un projet, elle est mandatée pour chercher. Nous, on va plutôt aller chercher de la transaction du projet immobilier pour vendre. Par contre, là où je te rejoins, c'est que tu as du coup les vendeurs et tu as aussi les acquéreurs. Et le marché, il change. Il est parfois vendeur, il est parfois acquéreur. Okay, sur la période Covid, il était clairement vendeur. Voilà, il y avait beaucoup. On était plutôt côté vendeur parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Là, on est plutôt sur un marché acquéreur. Et c'est vrai que c'est une spécificité de nos métiers, c'est qu'on a... Des fois, les gens te disent vous êtes côté vendeur et pas côté acquéreur. Non, tu dois être des deux côtés. Et maintenant, actuellement, sur le marché actuel, il faut d'ailleurs suivre ces acquéreurs. Il faut d'ailleurs, tu vois, être sur du suivi acquéreur bien plus poussé et pas juste tu les as vus une fois en visite, one shot, parce que ces gens-là, ils ont un vrai projet. C'est tes acheteurs de demain. Donc, c'est à toi aussi de faire le travail nécessaire pour suivre ces acquéreurs potentiels, ces acquéreurs vérifiés qui sont vraiment prêts à pouvoir acheter et se positionner. Et ça, certains le font, d'autres pas au niveau de nos métiers. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui va parfois faire la différence. Okay. Donc, oui, il faut être côté vendeur, mais aussi côté acquéreur. Trop bien. Si tu pouvais parler à la Laurane d'avant sa reconversion, tu lui dirais quoi? Si je pouvais parler à la Laurane d'avant sa reconversion, je lui dirais quoi? Je lui dirais, vas-y, fonce. Ça va pas être facile, mais vas-y, fonce. Ça va toujours pas être facile, mais vas-y, fonce. Je lui dirais que... je lui dirais quoi? Ah, bonne question. Ouais, je lui dirais, vas-y, fonce, c'est sûr. Ça va pas être facile ni évident, mais fais-toi confiance. Après, je ne regrette pas la Laurane que j'étais avant parce que je pense qu'elle construit aussi qui tu as envie d'être aujourd'hui. Et il y a aussi cette phase-là. Peut-être que je suis capable d'être là actuellement, mais je n'aurais pas été capable il y a 5-6 ans peut-être parce qu'il y a eu des transformations par rapport à ça. Mais peut-être plus de se faire confiance et de s'écouter. Tu vois, je pense qu'on a tous cette petite voix intérieure, ces intuitions qu'on ne sait pas expliquer,
qui sont pas factuels. C'est comme ça, c'est des ressentis et parfois on les met un peu sous le tapis parce qu'on écoute la famille, les amis, l'injonction, la société. Et du coup, je dirais plutôt à la Laurane d'avant, fais-toi confiance. Vas-y, déroule. Vas-y, fonce. Dans 3 ans, tu te vois où? Dans 3 ans, je me vois où? Dans 3 ans, je me vois toujours autant dans l'immobilier, à performer. Peut-être la famille Kretz, tu vois. Non, je me vois toujours dans l'immobilier, mais cette fois-ci accompagnée. J'aimerais vraiment monter une équipe à terme pour pouvoir vraiment performer tous ensemble. Et aussi parce que moi, j'aime la rencontre, j'aime l'humain, j'aime les échanges. Et du coup, travailler en collectif, ça apporte plein de choses qui me manquent aussi aujourd'hui. Donc, dans 3 ans, l'immobilier bien accompagné avec une équipe à performer, mais dans la convivialité. Puis les enfants, ils seront plus grands, sauf si tu nous en fais un Aussi. 3e, tu sais. Mais bon, normalement. Mais quels sont les détails à pas louper pour une estimation? Alors, quels sont les détails à pas louper pour une estimation? Il y en a plein. Alors, moi, je viens avec une fiche, non, mais une fiche pente-bête. Je pense que beaucoup d'agents immobiliers ont, que ce soit mandataire ou agence. Tu vas tout regarder en fait. Il n'y a pas un point sur lequel tu vas t'arrêter. Tu vas faire le tour de la visite, tu vas regarder l'état, tu vas prendre les mesures, tu vas regarder le mode de chauffage, tu vas regarder le toit, tu vas demander s'il y a des factures, si les travaux ont été faits, oui, par qui. Tu vas vraiment absolument tout regarder. Voilà. Si c'est du tout à l'ego, si c'est de la fosse septique, tu vas regarder l'environnement. Voilà, tout doit être pris en compte en fait à partir du moment où tu te concentres sur le bâti. L'appartement, si c'est un appartement, les charges de copropriété, est-ce que du coup il y a des projets en cours tu regardes la totalité de ce qui va constituer le bien à la vente, aussi bien sur la partie esthétique que sur la partie technique. Il faut être un peu filou parce que les gens, ça touche un peu à leur ego, c'est leur maison, tu sais, quand eux, ils voient Enfin, tu vois ce que je veux dire? Que les gens voient vraiment en se disant non mais ma maison elle vaut ça parce qu'elle est géniale et toi tu es là en tant qu'un peu là pour le coup technicienne aussi du bien pour pas se tromper etc. Et c'est délicat parfois parce que chacun, et c'est ce qui fait la beauté de l'immobilier, c'est-à-dire que des gens là où ils vont voir des choses inconcevables, d'autres vont trouver ça extraordinaire, tu vois, que ce soit les maisons par exemple les biens un peu atypiques, plein de demi-niveaux, je dis n'importe quoi, il y en a qui vont adorer. Tout à fait. Comment tu gères ça pour faire comprendre aux personnes que ça peut être autant, peut-être, un problème, mais en tout cas que ça une spécificité, peut-être pas un problème, mais une spécificité sans les vexer. Alors, sans les vexer, d'où le premier rendez-vous qui est hyper important où en fait, au départ, on s'en fout du bien, on se concentre sur les gens. Parce que du coup, c'est en discutant avec les gens, on a des profils types des gens, et puis ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, le profil Nova, où tu commences à sentir les gens, à comprendre quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les motive. Voilà, donc tu essayes d'analyser aussi quel type de vendeur en fait tu as face à toi et donc du coup tu cherches à avoir toutes les données sur leur projet immobilier et aussi sur la maison. Donc tu as ceux aussi qui ont les factures depuis 1000 ans et qui sont capables de tout ressortir, tu as ceux qui ne savent pas où c'est, voilà, il y a plein de spécificités et après c'est le positionnement que tu as. Nous en fait on est personne et moi je le dis en rendez-vous, je ne suis pas magicienne, je n'ai pas la boule de cristal. Je ne peux pas déterminer un bien, il vaut tant. En fait, moi, je vais repositionner le bien sur le prix du marché, enfin le prix actuel du marché. Voilà. Et c'est ça qu'on explique à nos clients. Moi, j'ai la connaissance du marché, j'ai la connaissance du marché immobilier. Je vais repositionner votre bien sur le marché, le contexte actuel. Si tu fais une estimation là et tu l'as fait dans 5 ans, ou si tu la faisais pendant Covid et tu l'as fait là, ta maison, elle n'a plus la même valeur. Okay, donc en fait, c'est aussi ça. C'est aussi leur dire, c'est aussi leur expliquer que du coup, nous, on a une connaissance du marché, on va venir positionner leurs biens avec toutes les spécificités qu'on a dit, esthétiques, techniques, qu'on va regarder, pour du coup faire une estimation au plus juste pour déclencher des appels, des rendez-vous et autres. Parce qu'une maison qui est trop haute, ça ne fonctionnera pas. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment au prix du marché. Et c'est ça qu'on vient expliquer. Donc, on vient aussi, on a cette casquette-là et c'est vraiment le positionnement par rapport à ces clients-là qui va déterminer la relation commerciale après. Là, je pense que les agents IMO, vous avez été confrontés quand même à un gros problème post-Covid, l'explosion des taux. Qui fait quand même... alors, l'explosion des taux et cette histoire d'apport aussi qui est quand même monstrueux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai de la chance d'avoir acheté avant Covid, pour le coup. Je n'aurais jamais pu me payer ma maison maintenant. Et
Vous, du coup, malheureusement, et tu me dis si je me trompe, mais vous avez été aussi dans les premiers impactés, c'est-à-dire, est-ce que les gens sont un peu venus vous voir en mode, bon, ben, vous comprenez bien qu'il y a des taux beaucoup plus importants, il va falloir qu'on mette de l'apport, donc ce serait gentil de baisser votre commission, je te le fais très light, mais tu vois, comment ça a été géré ça? Alors, moi, j'exerçais pas sur la période Covid, mais du coup, j'en ai beaucoup entendu parler par mes confrères. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses. Ouais, on est sur un marché acquéreur. Donc, c'est plutôt les acquéreurs qui ont la main pour acheter les biens. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas en période Covid, où c'était vraiment les vendeurs. Donc, du coup, il y a des biens, mais il y a peut-être moins d'acquéreurs ou des acquéreurs plus qualifiés par rapport, voilà, à toute cette partie taux immobilier. Donc, il y a l'accessibilité en fait à l'achat qui forcément a pas été la même et plus la même pour tout le monde depuis le Covid. Donc du coup le marché il est plutôt acquéreur, donc ils ont beaucoup de mal, ils prennent du temps, ils voient plusieurs biens, ils essayent de comparer, voilà, avant de se positionner. Alors que sur la période Covid, enfin moi j'ai des confrères qui me disaient on vendait sur Visio, on avait 36 000 voilà offres pour un seul bien. Donc on est plutôt sur une tendance inverse. Après il y a quand même le contexte économique qui joue et du coup qui joue sur les taux d'emprunt et oui ou non sur les apports, puis aussi toute la réglementation autour des PTZ, ce genre de choses qui va venir en fait ajuster la capacité d'emprunt, la possibilité d'emprunter oui ou non. Et il y a aussi beaucoup d'acquéreurs qui ont vu leur capacité d'emprunt diminuer, être amputés d'un certain budget et donc du coup de ne plus pouvoir accéder en fait à certaines prestations et à certaines maisons. Et c'est ça qu'on explique aussi à nos vendeurs. En fait, le prix du marché, c'est ce que l'acquéreur est prêt à en mettre. En fait, c'est sa capacité à acheter ton bien. Voilà. Donc, il faut trouver une corrélation entre ce qui se fait actuellement, entre ce que les gens empruntent, les taux de crédit et à combien ils peuvent aussi acheter la maison. Voilà. Donc, effectivement, la tendance, voilà. Après, il y a eu plusieurs crises dans l'immobilier, il y a eu plusieurs difficultés. C'est encore un métier comme ça qui est aussi en dents de scie, en montagne russe. Par contre, c'est un métier de nécessité. Enfin, les gens ont besoin de se loger ou d'acheter. Et après, globalement, sur le secteur de la location, c'est quand même un secteur qui est ultra en tension. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent, il y a peu de biens, ou quand tu remets un bien aussi en location, s'il est aussi au bon loyer et qu'il est plutôt correct, ça part très très vite. Donc voilà, c'est quand même un secteur qui est tendu, la partie immobilier. Mais marché de nécessité, donc malheureusement, il y aura toujours des séparations, des divorces, des décès, des successions. Non, mais c'est vrai, voilà, ou même des projets de vie. Enfin, je veux dire, malgré le contexte économique, c'est à prendre en considération sur les taux des prêts, voilà, sur tout ce qui peut être mis en place pour l'accompagnement, l'accessibilité à certaines modes de chauffage et autres. Mais aussi, faut pas se cacher que sur la partie économique, parce que de la transaction, de la vente, il y en a aussi tout le temps. Okay. Est-ce qu'on a un secteur, toi, qui a pas mal déménagé, même si c'était pas dans l'immobilier avant, mais moi j'ai l'impression qu'ici, en tout cas, alors je vais te parler plus de la Plaine, pas Saint-Étienne, tu vois, mais plus la Plaine, on est quand même, tu sais, on aime bien avoir notre maison, enfin avoir acheté. Tu vois, c'est pas trop dans nos mœurs d'être salarié, je dis n'importe quoi. Oui, c'est pas trop dans nos mœurs d'être propriétaire. Ouais, mais je pense que ça a pas de, si tu veux, il y a pas de, enfin sur cette question de l'accès à la propriété, je pense que c'est vraiment en lien avec ta personnalité. Tu as peut-être des gens aussi dans ton entourage qui ont été locataires pendant très longtemps ou d'autres qui ont envie d'acheter tout de suite. Ça, je pense que c'est propre à chacun, tu vois. C'est vraiment propre à chacun. Ouais. Tu vois, moi, j'ai un mari qui s'est positionné très jeune et qui a acheté tout de suite. Et pourtant, on a des gens qu'on connaît qui sont en location et qui perdurent à être en location. Voilà. Donc après, c'est un marché de nécessité. Les gens ont besoin de se loger, quoi qu'il arrive. Soit d'acheter, soit de se loger sur de la location. Donc, c'est un marché de nécessité, c'est une évidence. Après, c'est propre à chacun. Okay. Est-ce qu'il y a une histoire, un accompagnement qui s'est passé, qui t'a vraiment marqué ou que tu aimerais reproduire? Tu vois, c'est un petit peu ton histoire phare où ça s'est hyper bien déroulé et voilà, un très bon souvenir de ton début de carrière entrepreneuriale, en tout cas, dans l'immobilier. Des histoires qui marquent, il y en a plein. Ça revient à ce qu'on se disait. Comme on rencontre l'humain, il y a plein d'histoires autour de ça. Je dirais que j'en ai deux. J'ai l'accompagnement d'une dame qui part à la retraite, qui se sépare de cette maison familiale parce que les enfants sont grands. Et qui du coup, c'est trop grand, trop d'entretien et qui du coup a pour projet de vendre pour racheter quelque chose de plus petit. Donc il y a une partie un peu mélancolie, nostalgie, accompagnement autour de ça.
Et puis en fait, elle vend à des petits jeunes primo-accédants qui n'ont pas d'enfants, mais qui du coup ont pour projet de fonder une famille et qui se projettent clairement voilà, dans cette nouvelle maison. Ça, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'agents immobiliers qui accompagnent tu vois, ces types de profils-là. Et après, moi, un accompagnement qui m'a le plus touchée, c'est une maison qui avait un gros corps de ferme qui a été acheté, qui était rénové, où les jeunes, voilà, une trentaine d'années, avaient aussi des enfants, mais voulaient mettre leurs parents aussi en sécurité. Et donc, du coup, ils achetaient. C'était vraiment le projet familial dans sa globalité pour mettre voilà, sa famille nucléaire et plus à l'abri. Et du coup, c'était d'acheter cette ferme pour pouvoir rénover des espaces où ils mettaient leur propre famille à l'abri, mais aussi leurs parents. Et quand il écoutait le fils, pour lui, c'était ancré depuis toujours que du coup, il fallait qu'il offre à ses parents un toit au-dessus de sa tête et qu'il soit à proximité et il ne pouvait pas faire sans. Et voilà, c'est des belles histoires. Bon, merci Laurane, c'était trop cool d'avoir échangé avec toi. J'espère que l'exercice n'était pas trop difficile. Ça sort de sa zone de confort, mais c'était chouette. Ouais, mais il faut un petit peu. On teste de nouvelles expériences, justement, c'est l'objectif. Donc, merci à toi pour... Compte sur moi pour toujours te faire vivre des nouvelles expériences. Pas de doute. Non, et puis, où est-ce qu'on te retrouve? Si, une dernière chose peut-être, où est-ce qu'on te retrouve réseau, tu vois, enfin un petit peu tout ça. J'ai envie de dire partout. On me retrouve partout. Réseau Instagram, LinkedIn, Facebook, le fameux club d'affaires business to business. Je fais aussi partie d'autres clubs donc, sur lesquels je peux être, tu vois, présente. Bon, voilà, si globalement on me cherche, je peux laisser mon numéro de téléphone, tu m'appelles, tu es sûre de me trouver à bon port. Bon, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci à très vite. Toi. Oui.